Marcellin Cerdan, plus connu sous le nom de Marcel Cerdan, naît le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès, une ville située en Algérie alors sous domination française. Ses parents, Antonio Cerdan et Ascension Cascales, étaient d'origine espagnole, issus d'une famille modeste ayant quitté l'Europe pour tenter une nouvelle vie en Afrique du Nord. Très tôt, le jeune Marcel grandit dans une ambiance faite de labeur, de rigueur et de valeurs simples. Cette éducation allait forger son caractère de battant, indispensable pour affronter un destin marqué par la gloire et la tragédie. Lorsque Marcel a 6 ans, la famille quitte Sidi Bel Abbès pour s'installer à Casablanca, au Maroc, autre territoire sous influence française. Casablanca, à cette époque, est une ville bouillonnante où se croisent cultures européennes et africaines, marins, commerçants et aventuriers venus du monde entier. Dans les rues populaires de la ville, Marcel découvre très tôt le goût du sport et de la compétition. Il s'essaie au football, mais c'est le noble art, la boxe, qui va captiver toute son énergie. À 8 ans seulement, il chausse ses premiers gants et s'entraîne dans de modestes salles de quartier. Le jeune Cerdan se distingue rapidement par son tempérament combatif. Là où d'autres enfants reculent, lui avance toujours, encaissant les coups sans jamais plier. Cet esprit de résilience devient sa marque de fabrique. À 18 ans, il dispute son premier combat professionnel à Meknès. Nous sommes au milieu des années 1930, et déjà, son style attire les regards, agressif, puissant, capable de terrasser ses adversaires par des enchaînements rapides et une volonté inébranlable. Le public l'adopte immédiatement et lui attribue bientôt un surnom qui restera gravé dans l'histoire, le bombardier marocain, en référence à sa puissance explosive. La carrière de Cerdan connaît une ascension fulgurante. En 1938, il devient champion de France des poids welters. Ce titre lui ouvre les portes de la reconnaissance nationale, mais il n'en reste pas moins humble, fidèle à ses origines modestes. Contrairement à de nombreux sportifs grisés par la célébrité, Marcel continue de s'entraîner durement, convaincu que la discipline est la clé du succès. Dans les quartiers populaires de Casablanca, comme dans les salles parisiennes, il est respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour sa simplicité et sa générosité. Mais bientôt, l'histoire rattrape l'athlète. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et bouleverse la vie de millions d'hommes. Comme beaucoup, Marcel est mobilisé et sert dans la marine française basée au Maroc. Cette période interrompt une partie de sa carrière, mais elle contribue aussi à forger davantage son esprit de sacrifice et de persévérance. Entre deux affectations, il reprend les gants dès qu'il le peut, refusant de laisser s'éteindre la flamme qui brûle en lui. Après la guerre, Cerdan retourne en France métropolitaine, prêt à reconquérir les rings. Paris, au sortir du conflit, est une ville à la fois meurtrie et pleine d'espoir. Les Français ont besoin de héros, de figures capables de leur redonner confiance et fierté. Dans ce contexte, Marcel incarne plus qu'un boxeur. Il devient un symbole de résilience nationale. En 1946, il remporte le titre de champion d'Europe des poids moyens, confirmant son statut de star montante. 2 ans plus tard vient l'apogée. Le 21 septembre 1948, au Roosevelt Stadium de Jersey City, aux États-Unis, Cerdan affronte l'Américain Tony Zale, surnommé « The Man of Steel ». Zale est redouté, un champion reconnu pour sa brutalité et son endurance. Pourtant, ce soir-là, c'est le Français qui brille. Dans un combat légendaire, il terrasse son adversaire et s'empare du titre de champion du monde des poids moyens. La France entière célèbre son triomphe. Enfin, un boxeur français règne sur la planète. Ce succès est bien plus qu'une victoire sportive. Dans une Europe encore marquée par les cicatrices de la guerre, Marcel Cerdan incarne l'idée que tout est possible avec courage et travail. Son style spectaculaire, ses victoires éclatantes et sa personnalité attachante le transforment en idole. Les journaux le couvrent de louanges, les foules l'acclament partout où il se rend. Pourtant, derrière l'image du champion invincible, se cache un homme profondément humain. Père de famille, il a 3 enfants avec Marinette Lopez, son épouse. Cerdan tente de concilier sa carrière fulgurante avec sa vie personnelle. Mais le destin lui réserve une rencontre qui bouleversera à jamais son existence. Édith Piaf, la môme, au destin tragique, la voix de la France entière. Cette passion brûlante, commencée à la fin des années 1940,
allait transformer sa légende en mythe. Mais avant d'entrer dans cette histoire d'amour célèbre et tourmentée, il faut se rappeler que Marcel Cerdan, avant tout, était un enfant d'immigrés, un garçon des rues de Casablanca, devenu le plus grand boxeur français de son temps. Son parcours jusqu'à la gloire illustre une vérité universelle. Les légendes ne naissent pas, elles se construisent à force de volonté, de sacrifices et de coups encaissés. Marcel Cerdan a bâti la sienne à la sueur de son front et au prix de son sang. Mais derrière chaque victoire brillait déjà l'ombre du destin, qui bientôt allait frapper sans pitié. En 1946, la France renaît difficilement de ses ruines. Paris redevient le centre de la vie culturelle et les cabarets vibrent à nouveau. C'est dans cette atmosphère de reconstruction où la joie se mêle encore aux cicatrices de la guerre que deux destins hors du commun se croisent, celui d'Édith Piaf, la chanteuse à la voix déchirante, et celui de Marcel Cerdan, le champion de boxe qui incarne la force et l'espoir. Leur rencontre a lieu au cabaret Le Club des Cinq, à Paris. Piaf, déjà une star internationale, est entouré d'artistes, de poètes et d'admirateurs. Cerdan, lui, est en pleine ascension, adulé pour sa puissance sur le ring et sa modestie en dehors. Pour Marcel, c'est quand leurs regards se croisent, derrière la célébrité et le maquillage, il découvre une femme fragile, fascinée par sa carrure et sa gentillesse, mais dotée d'une intensité bouleversante. Cet homme-là, très vite, une relation passionnée s'installe. Mais cette idylle est loin d'être simple. Marcel est marié à Marinette Lopez, avec qui il a 3 enfants. Piaf, de son côté, enchaîne les amours tumultueux et porte déjà la réputation d'une femme maudite, entourée de drames. Leur histoire est donc marquée par le sceau du secret et du scandale. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne peut résister à cette attraction magnétique. Ils s'écrivent des lettres enflammées, dont certaines seront publiées plus tard et révèlent la profondeur de leurs sentiments. Piaf lui confie « Tu es ma force, mon bonheur, ma raison de vivre ». Marcel lui répond avec simplicité, mais toujours avec sincérité « Où que je sois, je pense à toi ». Et ces mots écrits à l'encre de la passion témoignent d'un amour qui transcende les obstacles. Mais l'amour entre un champion du monde et une star de la chanson n'est jamais discret. Les journaux à sensation flairent l'affaire et commencent à publier des articles sur ce couple improbable. Certains admirateurs de Cerdan le critiquent, estimant que cette romance pourrait détourner son attention du ring. D'autres, au contraire, voient en Piaf une muse, capable de sublimer son énergie. Dans les coulisses, la jalousie ronge parfois la chanteuse qui supporte mal les absences de son amant, toujours en déplacement pour ses combats. Piaf est exigeante, possessive, passionnée jusqu'à la douleur. Marcel, de son côté, reste fidèle à son tempérament, généreux, attentif, mais partagé entre deux vies qu'il tente tant bien que mal de concilier. Lorsqu'il n'est pas en entraînement ou en tournée, il vole des heures pour rejoindre Piaf, parfois à l'autre bout de l'Atlantique. Leur amour est fait de retrouvailles fiévreuses et de séparations déchirantes. Cette relation nourrit également l'art de Piaf. Inspirée par la force tranquille de Cerdan, elle chante avec une intensité nouvelle. Beaucoup disent que ses plus grandes interprétations naissent de cette passion. Chaque note semble porter le poids de son amour et de sa peur de perdre l'homme qu'elle adore. Pour elle, Marcel n'est pas seulement un boxeur, il est son champion, l'incarnation même de la virilité et de la tendresse. Pour Marcel, l'histoire avec Piaf est à la fois une source de bonheur et de tension. Il aime sincèrement cette femme fragile, mais sait qu'il trahit sa famille en cédant à cette passion. Dans ces moments de solitude, il se demande parfois quel prix il devra payer. Pourtant, chaque fois qu'il croise le regard de Piaf, toutes ses hésitations s'effacent. Il choisit de vivre l'instant présent, de goûter à cet amour brûlant sans se soucier du lendemain. Le couple devient peu à peu une légende vivante. On les aperçoit dans les restaurants parisiens, dans les cabarets ou encore à New York. Partout, ils attirent les regards. Leur aura dépasse le simple cadre de l'amour. Ils incarnent une génération qui veut croire encore à la passion, malgré les blessures de la guerre. Mais derrière cette image glamour se cache une vérité douloureuse. Leur amour est voué à la tragédie. À mesure que la carrière de Cerdan s'envole, il est alors au sommet de sa gloire après sa victoire sur Tony Zale, les distances entre les deux amants se creusent. Piaf souffre de ses absences prolongées
et redoute chaque combat, comme si la mort guettait son champion à chaque coup de poing. Elle supplie parfois Marcel d'abandonner la boxe pour rester auprès d'elle, mais lui ne peut se résoudre à quitter le ring. La boxe est son métier, sa passion, son identité. Dans leurs échanges, on sent cette dualité. D'un côté, un amour fou, sincère, dévorant. De l'autre, une impossibilité de vivre pleinement ensemble. Piaf est convaincue que le destin ne les laissera jamais en paix. Elle confie à ses amis « J'ai peur qu'on me l'arrache ». Ces mots, terriblement prémonitoires, résonneront comme une malédiction quelques années plus tard. Pour le public, leur relation devient un mythe en construction. Les journalistes parlent de Roméo et Juliette du XXe siècle, d'un amour trop grand pour être durable. Piaf, avec son tempérament excessif, et Cerdan, avec sa force tranquille, forment un contraste fascinant. Ensemble, ils sont l'incarnation de la passion, de la gloire et du drame. Mais dans le secret de leurs lettres, de leurs étreintes et de leurs larmes, se joue une tragédie intime. Leur histoire est celle d'un amour impossible, condamné dès le départ par les contraintes sociales, la célébrité et le destin. Pourtant, jamais ils n'ont renoncé. Jusqu'au dernier jour, Piaf et Cerdan ont cru que leur amour pouvait défier le temps, les distances et les interdits. Leur relation, marquée par le feu et l'ombre, reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mythes romantiques du XXe siècle. Elle est la preuve que parfois, l'amour, même voué à l'échec, peut marquer l'histoire à jamais. L'année 1949 aurait dû être celle de la consécration définitive pour Marcel Cerdan. Couronné champion du monde des poids moyens en 1948, après sa victoire éclatante contre Tony Zeil, il est désormais une idole en France et un héros pour la diaspora française du Maghreb. Ses combats attirent des foules immenses, et chaque apparition publique suscite des ovations. Pourtant, derrière cette gloire, se prépare le drame qui marquera à jamais son nom dans l'histoire. Tout commence avec la perspective d'une revanche. Aux États-Unis, un nouveau champion fait parler de lui. Jake LaMotta, surnommé The Raging Bull, un boxeur brutal et imprévisible. Cerdan et lui se sont déjà affrontés en juin 1949 au Madison Square Garden. Ce soir-là, le destin n'a pas été clément pour le Français. Blessé à l'épaule dès le premier round, il doit abandonner le combat. LaMotta s'impose, mais la victoire reste entachée par les circonstances. Très vite, les promoteurs organisent une revanche, prévue pour décembre 1949 à New York. Pour Cerdan, c'est l'occasion de reprendre son titre, de laver l'affront et d'inscrire son nom une fois pour toutes parmi les plus grands. Le 27 octobre 1949, Marcel quitte la France pour rejoindre les États-Unis. Mais cette fois, le voyage n'est pas motivé uniquement par le sport. Édith Piaf, alors en tournée à New York, l'attend impatiemment. Rongée par la solitude et l'angoisse, elle supplie son amant de venir la rejoindre au plus vite. Marcel hésite. Il avait prévu de traverser l'Atlantique en bateau, une option plus sûre mais plus longue. Pourtant, sous la pression de Piaf qui lui écrit et le supplie de prendre l'avion, il cède. C'est ce choix, dicté par l'amour, qui scellera son destin. Le vol choisi est assuré par un Lockheed L-749, constellation de la compagnie Air France. L'avion, considéré à l'époque comme une prouesse technologique, relie Paris à New York, avec une escale prévue aux Açores. À son bord, 48 passagers et membres d'équipage, parmi lesquels Cerdan, le violoniste virtuose Ginette Neveu et son frère Jean, ainsi que plusieurs personnalités. Le 27 octobre au soir, l'appareil décolle de l'aéroport d'Orly. L'ambiance est détendue, chacun discute, inconscient de la tragédie qui approche. Dans la nuit, l'avion traverse l'Atlantique. Mais à l'approche des Açores, les conditions météorologiques se détériorent. Une épaisse brume enveloppe l'archipel, rendant l'atterrissage périlleux. Peu après 2 heures du matin, le 28 octobre 1949, l'appareil perd le contact radio. Quelques instants plus tard, il s'écrase sur le mont Redondo, une montagne de l'île de São Miguel. L'impact est d'une violence extrême. Il n'y a aucun survivant. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. À Paris, les rédactions s'agitent dès l'aube. Les premières dépêches annoncent un crash aux Açores, sans plus de détails. Mais rapidement, les noms des victimes tombent, et avec eux celui de Marcel Cerdan. Pour les Français, c'est un choc immense. Le pays perd à la fois son plus grand boxeur et une figure d'espoir. Pour Édith Piaf, c'est un cataclysme intime. À New York, elle apprend la nouvelle alors qu'elle se trouve dans un hôtel.
Lorsqu'on lui annonce la mort de Marcel, elle s'effondre, inconsolable. Ses proches racontent qu'elle hurle, qu'elle se frappe la poitrine, comme si son cœur venait d'être arraché. Son ami Jean Cocteau, également présent à New York, confiera plus tard « Piaf est morte ce jour-là, même si son corps a continué à chanter ». Le monde entier compatit. La presse française, américaine et internationale fait ses gros titres sur le drame. Les photos de Cerdan souriant et plein de vie contrastent douloureusement avec les images des débris de l'avion fumant dans la montagne. L'émotion est d'autant plus forte que le champion meurt à 33 ans, en pleine gloire, laissant derrière lui une carrière inachevée et un amour légendaire. Les funérailles de Marcel Cerdan, organisées au Maroc, rassemblent une foule immense. Des milliers de personnes viennent lui rendre hommage. On pleure le boxeur, mais aussi l'homme généreux, accessible, qui n'avait jamais oublié ses origines modestes. Dans les tribunes, on aperçoit les regards dévastés de sa famille, mais aussi celui d'Édith Piaf, brisée, vêtue de noir, tenant à peine debout. Elle insiste pour chanter lors de la cérémonie. Sa voix, déchirée par les sanglots, bouleverse l'assistance. On dit qu'en interprétant Hymne à l'amour, elle chante directement pour lui, comme une prière désespérée. La mort de Cerdan ne met pas seulement fin à une carrière prometteuse, elle crée un mythe. Rapidement, les spéculations se multiplient. Et si Piaf ne l'avait pas pressé de prendre l'avion? Et si Marcel avait choisi le bateau comme prévu? Cette idée, Piaf la portera comme une culpabilité écrasante jusqu'à la fin de ses jours. Elle confiera à ses proches « C'est moi qui l'ai tué ». Une phrase terrible qui hante encore sa légende. Le drame du Constellation marque aussi un tournant dans la perception publique du transport aérien. À une époque où l'aviation commerciale est encore jeune, l'accident choque et inquiète. Mais au-delà de cette dimension technique, c'est surtout la perte d'un champion et d'un amour flamboyant qui bouleverse la France entière. Ce 28 octobre 1949 restera comme une date maudite. Le ciel des Açores a arraché à la France son bombardier marocain, laissant derrière lui un vide immense. Piaf, quant à elle, ne s'en remettra jamais vraiment. Sa carrière se poursuit, bien sûr, mais sa vie est désormais marquée par l'ombre de cette tragédie. Chaque chanson, chaque note portera l'empreinte de cet amour foudroyé. Marcel Cerdan entre alors dans la légende, non seulement comme l'un des plus grands boxeurs français, mais aussi comme le héros d'une histoire d'amour interrompue trop tôt. Sa mort, survenue au sommet de sa gloire, donne à sa vie une dimension presque mythologique. Comme si le destin avait voulu figer à jamais son image de champion invincible et d'amant passionné. La mort tragique de Marcel Cerdan, le 28 octobre 1949, a figé son destin dans une aura de gloire et de drame. Il n'a que 33 ans lorsqu'il disparaît. En pleine ascension, laissant derrière lui une carrière inachevée, une famille déchirée et un amour devenu légendaire. Mais loin de s'éteindre, son souvenir s'est amplifié au fil des décennies, jusqu'à devenir celui d'une véritable icône nationale. Dès l'annonce de sa disparition, la France entière se mobilise pour honorer sa mémoire. À Casablanca, sa ville d'adoption, des milliers de personnes descendent dans les rues pour saluer une dernière fois le champion. Ses funérailles prennent des allures de deuil national. On y voit des hommes pleurer, des femmes porter le noir, des enfants brandir des portraits du boxeur. Tous témoignent d'une admiration sincère pour celui qui, parti des rues poussiéreuses du Maroc, avait conquis les sommets du sport mondial. Pour beaucoup, Cerdan incarne l'exemple parfait de l'ascension sociale par le mérite. Issu d'une famille modeste d'origine espagnole, il s'est imposé à force de travail, de courage et de discipline. Sa trajectoire résonne avec celle de nombreux Français d'après-guerre qui rêvent d'une vie meilleure malgré les difficultés. Sa mort tragique transforme alors son parcours en mythe, celui de l'homme qui a tout donné jusqu'à sa vie, emporté par un destin cruel. La presse française contribue largement à forger cette légende. Les journaux multiplient les hommages, racontent ses combats mémorables, publient ses photos entourées de Piaf. On le surnomme désormais le boxeur maudit, comme si la fatalité avait toujours plané sur lui. Les journalistes évoquent son courage, sa loyauté, son sourire, et le comparent aux plus grands champions américains. Son combat victorieux contre Tony Zale en 1948 est régulièrement cité comme l'un des plus beaux exploits du sport français. Son héritage dépasse cependant les simples statistiques du ring. Car ce qui fait de Cerdan une figure inoubliable,
c'est aussi son humanité. Ses proches rappellent qu'il restait simple, généreux, attentif aux autres, même au sommet de sa gloire. On raconte qu'il n'hésitait jamais à partager ses gains avec les plus démunis ou à offrir des billets de ses combats à ceux qui n'avaient pas les moyens. Cette image d'homme du peuple resté fidèle à ses origines contribue à l'amour que lui voue encore aujourd'hui la mémoire collective. Mais la légende de Cerdan ne peut être dissociée de celle d'Édith Piaf. Leur histoire d'amour brève mais incandescente devient après sa mort un mythe à part entière. Piaf, anéanti, ne cesse d'évoquer Marcel dans ses confidences et dans ses chansons. Sa voix, déjà chargée d'émotion, prend une profondeur nouvelle. Lorsqu'elle interprète « Hymne à l'amour » en 1950, le public comprend que chaque mot est dédié à Cerdan. La chanson devient l'un de ses plus grands succès, mais aussi un monument à la mémoire du boxeur disparu. Cette relation tragique fascine l'opinion. On parle d'eux comme des Roméo et Juliette modernes, victimes d'un destin impitoyable. Piaf, rongé par la culpabilité d'avoir insisté pour qu'il prenne l'avion, porte ce fardeau jusqu'à sa mort en 1963. Leur amour impossible reste, pour des générations entières, l'incarnation de la passion absolue, celle qui dépasse la raison et qui défie la mort. L'héritage sportif de Cerdan, lui, est reconnu officiellement au fil du temps. En 1985, un sondage du journal L'Équipe le sacre, meilleur boxeur français de tous les temps. En 1989, une enquête de l'Équipe magazine le place en tête des personnalités sportives incarnant le mieux la légende du sport français. Des rues, des stades et des gymnases portent désormais son nom, en France comme au Maroc. À Casablanca, un quartier entier conserve encore aujourd'hui des fresques et des souvenirs liés à son passage. Sa vie a également inspiré plusieurs œuvres culturelles. Des livres, des documentaires et des films reviennent régulièrement sur sa trajectoire et son amour avec Piaf. En 1983, le film Édith et Marcel, réalisé par Claude Lelouch, tente de retracer leur histoire, mêlant sport et passion. Même si l'œuvre divise la critique, elle contribue à faire connaître Cerdan aux jeunes générations. Sa figure traverse ainsi les époques, portée par la fascination pour cette légende interrompue trop tôt. Au-delà du sport et de la culture, Cerdan demeure un symbole d'union entre les différentes communautés françaises. Né en Algérie, grandi au Maroc, d'origine espagnole, devenu une icône en France. Son parcours illustre la richesse et la complexité de l'identité française du XXe siècle. Dans une époque marquée par les tensions coloniales et sociales, il incarne l'idée qu'un destin exceptionnel peut naître de n'importe quel horizon. Pour les amateurs de boxe, il reste aussi une référence technique. Son style agressif, surnommé le bombardier marocain, alliait puissance et endurance. Ses combats sont encore étudiés par les passionnés et les entraîneurs. Nombreux sont ceux qui estiment qu'il aurait pu régner sur la catégorie des poids moyens pendant plusieurs années si la mort ne l'avait pas fauché. Aujourd'hui, plus de 70 ans après sa disparition, Marcel Cerdan reste vivant dans la mémoire collective. Sa légende est entretenue par les récits, par les chansons de Piaf et par les images d'archives où on le voit, sourire aux lèvres, entrer sur le ring sous les acclamations. Chaque génération redécouvre son histoire et y trouve une résonance, celle du courage, de la passion et de la fragilité de la vie. Son héritage n'est donc pas seulement sportif ou sentimental, il est universel. Cerdan nous rappelle que la grandeur humaine se mesure autant dans les victoires que dans la façon dont on inspire les autres. Sa vie fulgurante, interrompue brutalement, est devenue un mythe qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Au fond, Marcel Cerdan n'a jamais vraiment disparu. Dans les rings où résonne encore l'écho de ses coups, dans la voix de Piaf qui continue de bouleverser les foules, dans les mémoires de ceux qui croient aux histoires d'amour impossibles, il est toujours là. Son nom, inscrit à jamais dans le panthéon du sport et de la chanson française, continue d'émouvoir, de fasciner et d'inspirer. Marcel Cerdan n'était pas seulement un champion, il était un homme, un amant, une légende.